Un grand merci de l'invitation à la fois à Cofidis et à Epsilon. Alors autant Epsilon, c'est vrai qu'on a plus l'occasion de travailler avec eux parce qu'on est membre depuis de longues années, autant avec Cofidis, c'est pas si évident pour un service public de venir se présenter dans une entreprise comme celle-ci, et donc c'est vraiment un plaisir de venir vous présenter là où on en est, là où en sont aussi nos réflexions en matière d'apprentissage. Alors, certains ont eu dans leur invitation l'annonce que j'allais parler de l'employabilité des nouvelles compétences ou des compétences du futur. Je n'en ferai rien. Donc je suis vraiment désolée, vous pouvez tout de suite aller prendre une petite pause par rapport à ça, parce que je vais plutôt vous parler de l'apprentissage, des méthodes d'apprentissage, de comment est-ce que nous on perçoit l'évolution de la formation professionnelle essentiellement, formation d'entreprise, formation aussi tout au long de la vie. Et comment on imagine aussi les perspectives qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Alors tout d'abord, pour moi, qui ai beaucoup travaillé avec de nombreux partenaires et essentiellement en effet dans le secteur public, l'apprentissage s'ancre toujours dans la société, s'ancre dans l'évolution de la société, s'ancre par rapport à cette évolution. Et ça peut avoir des formes très variables, évidemment. Ça peut être depuis, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de digital dans les entreprises, qu'on est dans des logiques de robotisation, de numérisation, et donc, fatalement, pour pouvoir former les employés, pour pouvoir former l'ensemble des collaborateurs, on va travailler aussi à des méthodes similaires, et j'en parlerai du numérique qui a beaucoup de place. Mais c'est aussi l'idée que les profils évoluent, les profils des employés, les profils de nos apprenants, de nos stagiaires chez nous, ils évoluent comme toutes les générations. Vous avez entendu parler des générations X, Y, Z et autres. Et bien fatalement, on va évoluer aussi dans nos méthodes d'apprentissage par rapport à leurs attentes, par rapport à leur manière de communiquer, par rapport à leur manière de fonctionner entre eux, de collaborer peut-être beaucoup plus qu'on ne le faisait il y a 10-15 ans. Et ça impacte directement le paysage de la formation professionnelle et de la formation continue. Alors, je pense aussi qu'il n'y a aucune recette miracle, donc je ne vais pas vous dire comment vous devez faire dans vos entreprises, parce que tout va dépendre justement des participants, des personnes auxquelles vous vous adressez, mais aussi de la taille de votre entreprise, de son évolution dans le marché. De comment elle est organisée, de quelles sont ses différentes manières de fonctionner, de quelles sont ses valeurs, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est que la formation prise au sens large, ou l'apprentissage, puisque de plus en plus on va vers ce qu'on appelle l'organisation apprenante, va s'ancrer directement au cœur de l'entreprise et va devoir s'adapter à là où elle en est et là où elle voudrait aller. Et donc on est vraiment partie prenante et je me porte vraiment en faux par rapport aux services de formation qui sont éloignés du cœur de l'entreprise, puisqu'ils ne vont pas pouvoir s'adapter en permanence à l'évolution interne et externe d'ailleurs. Et donc j'ai parlé de l'évolution des métiers, des méthodes, des outils. Fatalement, nos formations, nos manières de fonctionner vont devoir s'adapter également à ces évolutions-là, d'où l'importance d'être en veille en permanence, pas seulement en veille sur la pédagogie, mais aussi en veille sur l'évolution de ce que le marché attend, de ce que la société attend. Ou pas. C'est aussi une manière de réagir peut-être par rapport à cette société, de se dire non, nous on n'a pas spécialement envie d'aller vers la digitalisation à tout prix, on a peut-être envie de promouvoir l'artisanat, les gestes, le compagnonnage, etc. Et là, la force de proposition d'un service de formation ou de l'apprentissage de manière générale va être déterminant dans l'évolution des sociétés également. J'y reviendrai. Alors, quand on parle de formation aujourd'hui, et moi c'est vraiment le cœur de métier en tant que directrice d'un service de formation, je me rends compte qu'on parle de moins en moins de formation. Même si dans nos bagages on traîne encore un catalogue de formation où les gens s'inscrivent et voilà, et on le fait vivre par belle ou par laide, mais quand on vit avec nos experts pédagogiques et qu'on construit des trajets de formation aujourd'hui, le mot formation revient de moins en moins. On va parler, si on prend les outils plus digitaux, on va parler de MOOC, on va parler de webinaires, on va parler de l'ensemble des outils de réalité virtuelle, réalité augmentée, simulateurs, etc. Et dans nos centres de compétences, par exemple, on utilise de plus en plus ça pour apprendre des métiers techniques. On va être aussi dans des mises en projet, de type créaton, hackathon, le fait de travailler par groupe projet et d'apprendre en se mettant en projet.
de centres de ressources, de lieux où vous pouvez vous rencontrer, comme aujourd'hui, de réseautage qui va être aussi un lieu d'apprentissage. Donc on se met ensemble pour apprendre simplement de partage, de lieux où on travaille ensemble et fatalement on va en retirer des apprentissages. Et puis alors il y a tout le mouvement en effet de knowledge management pour lequel j'ai beaucoup travaillé dans une autre vie, qui a développé fortement les techniques de tutorat, de mentorat, de parrainage, de communauté de pratique, où là on va avoir des échanges entre pairs, entre experts et juniors, avec différents types de méthodes. Je ne vais pas pouvoir m'y attarder aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment de faire du lien entre des gens qui ont soit le même métier, soit des mêmes méthodes à partager, ou simplement la même réflexion, la même envie d'évoluer sur un domaine ou un autre, sur une thématique ou un autre. Et à ça, on va ajouter alors des conférences, des débats, des lieux d'échange, comme je disais. Comme aujourd'hui, on va apprendre, j'espère, de cet après-midi un maximum de choses. Et puis alors, une tendance qu'on développe très fort aussi, c'est le jeu. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous allez beaucoup parler ces temps-ci dans les méthodes pédagogiques de serious game, de jeux de rôle, de jeux de plateau, de toutes sortes de manières ludiques d'apprendre, depuis les jeux cadres Tiagi, que certains connaissent sans doute, d'animation, jusqu'à vraiment des jeux de simulation et des serious games qui peuvent être très porteurs pour des contenus. Alors du coup, le formateur qui était le maître, qui savait et qui se présentait avec un contenu et un beau PowerPoint à son auditoire, il est un peu paumé. Parce qu'il ne va plus utiliser ces méthodes-là. Il ne va plus pouvoir être le seul sachant. Alors là, je ne vais pas vous faire tout le discours sur le fait que nos auditoires en connaissent autant que nous et que fatalement, vous êtes tous connectés, donc vous allez pouvoir aller vérifier ce qu'on va faire, comme quand on donne cours dans les hautes écoles ou à l'université, vous voyez vite que tous les étudiants sont en train de vérifier ce que vous dites directement sur le web, et c'est bien intéressant. Et c'est bien là l'importance du changement de posture d'un formateur aujourd'hui, et singulièrement par rapport à des adultes, qui sont responsables, qui savent mener leur vie, qui sont autonomes, qui sont des grands garçons et des grandes filles, et que beaucoup trop souvent, de mon point de vue, on a infantilisé. On les met dans une salle de formation, tout de suite ils redeviennent comme à l'école, et on les infantilise, et on va faire un tour de table, et tu vas nous dire pourquoi tu es là, etc. C'est bon, quoi. À un moment, chacun vit sa vie en tant qu'être responsable, en tant que citoyen, qui a des opinions, qui a des connaissances, qui a des compétences, qui a des choses à partager, qui a envie de les partager et de s'ancrer dans son apprentissage. Et du coup, le formateur, c'est vachement désarçonnant pour lui, parce qu'il va devoir s'adapter à ça. Et la posture du formateur d'aujourd'hui, ça va plus du tout être le maître sachant, mais c'est plutôt le concept que nous, on emprunte beaucoup à un grand pédagogue qui est M. Jacques Otto, qui parlait du maître ignorant. Et donc, le maître ignorant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accompagner. Parce qu'il n'est pas dans celui qui va diffuser le savoir, qui va transférer le savoir, mais qui va plutôt accompagner, qui va plutôt assembler, animer, essayer de faire en sorte que la dynamique prenne, que la sauce prenne, et que les gens puissent partager entre eux leurs compétences, leurs connaissances, et peut-être alors réorienter à certains moments, faire des synthèses, rediffuser, repartager, etc. Et être plutôt quelqu'un qui va créer des environnements d'apprentissage. On parlait de MOOC, on parlait de jeux, on parlait de mise en projet. Le formateur, ça va être beaucoup plus son rôle de créer un environnement où les choses peuvent se passer. Mais après, c'est pouvoir aussi se mettre en retrait, avec beaucoup d'humilité, se dire, voilà, les gens qui sont dans la salle, ils savent beaucoup. Ils peuvent en plus avoir chacun un réseau important, et donc déterminer toute une série de connaissances, de compétences, d'apprentissage. Et le formateur va alors être ce créateur d'ambiance, d'environnement, cet animateur qui assemble les compétences, les connaissances, et qui peut aussi mettre des coups de projecteur, puisque si on dit, voilà, on met ensemble toute une série de personnes qui vont pouvoir partager, il va pouvoir aussi aller mettre des projecteurs sur les talents intéressants, sur les compétences à déployer, sur les expertises qui seraient bon de partager, les exemples, les expériences que chacun a pu vivre, et surtout avoir alors cette dimension réflexive qui est importante. Et là, par contre, le formateur va apporter ses méthodes, ses outils, sa pédagogie vraiment, pour pouvoir amener les gens à réfléchir sur leur propre pratique, à réfléchir sur l'expérience qu'ils vont apporter, et qu'est-ce que j'en retire
pour mon métier? Comment est-ce que j'exploite ça dans ma situation de travail, sur mon poste de travail? Et là va être tout l'art du formateur d'aujourd'hui. Alors du coup, fatalement, la boîte à outils, elle explose. Et pour les formateurs, c'est compliqué de rester à jour sur toutes ces méthodes, de connaître toutes ces méthodes, et c'est pas du tout non plus possible, à mon sens, de maîtriser l'ensemble de ces méthodes. Donc le formateur va lui aussi devoir travailler en réseau. Il va se faire son propre réseau d'experts autour de lui, il va travailler en équipe pour ne plus être seul face à un groupe, mais pouvoir aussi faire plutôt des groupes de formateurs ou d'animateurs qui se relayent, qui co-animent, qui essayent petit à petit de chacun apporter leur pierre à l'édifice. Par exemple, on va développer ce que nous on utilise de plus en plus, des outils d'interaction type Plickr, Scout, Padlet. Je parle peut-être complètement chinois pour certains. Mais donc, ce sont des outils où on peut faire des sondages avec un groupe, où on peut faire des quiz, où on peut faire des brainstorming en digital, mais qui peuvent animer autrement un groupe. Et ben voilà, tous des petits outils d'interaction qui vont permettre vraiment de donner aux formateurs une autre dynamique au groupe et peut-être de travailler aussi en synchrone, asynchrone, en présentiel, en distanciel, etc. Et donc de pouvoir s'adapter au rythme d'un groupe qui aujourd'hui va apprendre tout au long de sa vie, mais aussi va apprendre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ils ne vont pas tous apprendre en même temps. Et du coup, j'anticipe un peu, mais c'est une autre particularité de l'évolution peut-être des apprenants d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont envie d'apprendre quand ils ont envie. Et donc si à un moment en soirée j'ai envie de commencer à apprendre, ben, ça doit pouvoir être possible d'une manière ou d'une autre et en dehors de ma formation qui dure de 8h30 à 16h30 ou 17h. Et donc là aussi, le formateur va devoir réfléchir aux autres moyens de rester en lien avec ses apprenants en dehors d'un espace plutôt classique d'apprentissage. Et c'est là qu'apparaît évidemment tout l'intérêt de la digitalisation des formations. On parlait depuis déjà 20-30 ans, je ne sais pas, de l'e-learning qui est toujours là présent. Mais au-delà des cours sur étagère qu'on a pu avoir par le passé, mais maintenant on est dans ces MOOC qui développent beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus de communauté, beaucoup plus de veille aussi entre les apprenants. On est dans les webinaires qui sont là par contre de très courte durée, très ciblés et qui vont directement to the point sur le poste de travail. On est sur aussi du blended learning où on va justement mixer différents types d'outils digitaux, mais qui vont compléter les outils d'apprentissage qu'on va pouvoir vivre en direct avec les groupes. Alors c'est là aussi l'importance de travailler au rythme de chacun des groupes et des individus, et de jongler entre cette différence entre individu et collectif. Tout le monde ne va pas travailler au même rythme, de la même manière, tout le monde ne va pas avoir la même manière d'apprendre non plus. Et donc, c'est parfois intéressant de réfléchir à développer ce qu'on appelle les classes inversées, par exemple. Donc, chacun va pouvoir s'approprier un contenu. J'aurais pu vous donner mes contenus avant de venir à la conférence, et que la conférence soit uniquement des échanges. À partir de ce que vous avez lu, vu, entendu, eh bien, vous venez, vous me posez des questions, on débat, on réagit, etc. Mais on n'est plus dans un transfert de contenu de type plus classique, comme je suis en train de le faire d'ailleurs, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Alors la gamification, j'en ai parlé tout à l'heure, l'importance du jeu, du ludique, et ça rejoint évidemment dans l'entreprise l'importance du plaisir au travail, de toute la tendance bonheur au travail, etc. De se dire, mais pourquoi est-ce que ça doit être pénible d'apprendre? Pourquoi est-ce qu'on doit garder cette image de il faut faire un effort, il faut aller se taper la formation pour pouvoir monter en compétences? Non, on peut s'amuser, on peut prendre du plaisir au travail évidemment, mais en apprenant aussi. Et donc, on développe vraiment de plus en plus des jeux à la fois de nouveau virtuels ou présentiels, que ce soit des jeux de plateau, que ce soit des jeux en groupe, des jeux de type simulation d'entreprise ou autres, et qui permettent parfois de la compétition, parfois de la coopération, qui permettent en tout cas de l'émulation, qui permettent de la créativité, de l'innovation, et qui vont faire qu'on apprend vraiment les uns des autres en jouant, en s'amusant. Et je pense que c'est vraiment un message clé dans nos entreprises, c'est qu'on n'est pas là pour s'embêter sur la Terre. Alors l'axe Co&Co, ça c'est un axe qui nous tient fort à cœur à Formaform et qu'on développe de plus en plus, qui vient aussi de tout ce qui est gestion des connaissances, c'est l'axe collaboratif.
Alors dans toutes les entreprises, j'entends qu'il faut plus collaborer, plus travailler en équipe, etc. Ben, là aussi, la formation, l'apprentissage va être au service de ces dimensions d'entreprise, de co-développement, de coopération, de collaboration, de travailler dans une émulation collective qui permettent alors à chacun d'y retrouver ce qu'il a besoin pour son job à lui. Alors l'ancrage, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, l'importance du sens dans un apprentissage. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez les principaux apprentissages que vous avez eus dans votre vie, mais d'habitude, pour ma part en tout cas, c'est ceux qui ont fait le plus de sens. Je suis criminologue de formation, ça paraît bizarre d'être en train de vous parler de formation, mais je suis criminologue, et l'apprentissage qui a le plus de sens dans ma vie, c'est l'apprentissage de la prison et du système carcéral, parce que ça fait écho à une expérience que j'avais eue dans ma vie. Et non pas que j'ai été terrible par vous, mais pas loin. Et donc, je pense que chacun, on peut se souvenir comme ça d'apprentissages qui ont tellement fait sens par rapport à une réalité qu'on vivait, qu'on les oubliera jamais, qu'on n'a pas besoin de les étudier, qu'on n'a pas besoin d'aller se souvenir des syllabus et autres. Non, c'est ancré, c'est marqué. Et quand on est bien dans son job, engagé dans un travail au quotidien, eh bien, aller chercher ces apprentissages-là qui font du sens pour notre job, qui nous aident à travailler tous les jours, mais fatalement, on les retient, on les met en œuvre et on les ancre dans notre quotidien. Et on a envie de les partager avec nos collègues. Je reviens à notre collaboration. Mais quand on peut repartager, rediffuser, ben, on va participer vraiment à ce qu'on appelle une organisation qui apprend au quotidien. La réflexivité, j'en ai parlé, c'est un des fondements évidemment de la formation, de l'apprentissage. À partir du moment où on réfléchit à ce qu'on a appris, à ce qu'on a vécu, bien, on va pouvoir aussi le problématiser et l'ancrer beaucoup plus dans nos réflexions au quotidien. Et donc voilà, toutes des évolutions qu'on voit fleurir tous les jours. Hein. Tous les jours, on voit des nouvelles méthodes qui arrivent, qui sont parfois des redites d'autres méthodes, mais parfois qui sont de réelles plus-values, de réelles nouveautés. Et pourtant, pour moi, et ça fait quand même bientôt 20 ans que je travaille dans ces domaines, il y a des fondamentaux qui restent. Il y a des choses de base. On peut mettre toutes sortes d'outils, toutes sortes de méthodes qui évoluent, qui passent, qui reviennent, voilà. Mais il y a des constantes qui sont le besoin de sens. Ça, c'est pour moi la première constante. C'est pour apprendre, ça doit faire sens. On doit savoir pourquoi on est là, à quoi ça va nous servir, pourquoi est-ce qu'on a envie d'apprendre ça, et donc c'est très égoïstement « what's in it for me hein? Est-ce que je vais aller y chercher quelque chose, et encore plus peut-être aujourd'hui, avec la mobilité, avec le fait qu'on doit être employable et qu'on ne va plus avoir des carrières linéaires, eh bien on doit pouvoir aller chercher des choses qui certes vont servir à l'entreprise, au job, à mon équipe, etc., mais aussi à moi-même et à mon intérêt personnel. Je dois pouvoir y trouver quelque chose. Et le sens peut avoir beaucoup de sens différents. Chacun y mettra le sens qu'il veut dans la période de vie dans laquelle il est également. Alors l'engagement dans l'apprentissage, ça va directement en lien évidemment. Quand on peut s'engager, quand on peut être partie prenante, je vous disais, mettez les gens entre eux et laissez-les parler entre eux. Et une fois qu'on peut s'engager, qu'on peut exprimer, voilà comment moi je vis cette expérience, cette compétence, comment est-ce que ça fait écho ou pas pour moi. Bien, l'engagement va pouvoir permettre un apprentissage beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on prône aussi la pédagogie par projet, qu'on prône le fait de créer soi-même ses propres outils, ses propres méthodes, et dès lors d'apprendre. J'ai un petit cocorico, la semaine passée, nous avons gagné le créaton de Poitiers. Alors le créaton de Poitiers, c'est pour les non-pédagogues, c'est un truc un peu barbare, voilà, mais c'est quand même 400 équipes de par le monde et qui doivent en 24 heures créer un outil pédagogique, une méthode pédagogique. Et Formaform est dans les 6 lauréats, donc je suis très fière de mon équipe. et là, c'est clairement un engagement. Ils ont créé en 24 heures sans dormir, à 5, une méthode pédagogique qu'on va pouvoir déployer, qu'on va pouvoir diffuser, qui est un jeu, pour le coup. Et ils y ont mis vraiment de leur sueur, quoi, hein. Ils avaient des scènes jusque-là dans la vidéo de teasing, ça ne ressemble pas à grand-chose, tellement ils étaient épuisés, mais ils se sont donnés, ils se sont engagés, et je peux vous assurer qu'ils n'oublieront pas. Et ça ancré vraiment dans leur corps et dans leur chair. Et puis alors un autre élément vraiment fondamental, c'est l'impact direct. Si vous apprenez quelque chose et que ça aura lieu, vous allez pouvoir le mettre en place dans 2 ans,
laissez tomber, n'allez pas chercher l'apprentissage, la compétence, la connaissance. Essayez de voir à quel moment je vais pouvoir mettre en place les choses concrètement, utiliser ce savoir, utiliser cette compétence, et à ce moment-là, bien l'impact et le fait de garder ça en mémoire, de garder ça de manière utile, va être évidemment beaucoup plus intéressant. Et donc ça, c'est important aussi, de nouveau, avec l'évolution de l'entreprise, avec l'évolution des sociétés. Parfois, on nous amène à des formations sur ce qu'on aimerait être dans 3 ans, mais qu'aujourd'hui, c'est tellement pas possible parce que l'environnement n'est pas là, les outils ne sont pas là, l'organisation n'est pas organisée pour faire ça. Alors, c'est bien beau, mais ça frustre encore plus qu'autre chose, ça démotive presque. Parce qu'on se dit, waouh, moi j'aimerais bien faire ça, mais c'est juste pas possible dans mon organisation. Et je pense qu'on a tous déjà connu ce type de formation où on se dit, mais waouh, quoi, j'aurais tellement voulu, mais en fait, non. Et du coup, ça va très vite sortir de notre tête, évidemment. Alors, c'est aussi le fameux intérêt individuel et collectif. Ça, je pense que c'est aussi une constante dans les services de formation, on connaît bien. Il faut que les gens soient motivés et aient envie d'y aller. Forcer les gens à venir dans des apprentissages, dans des formations, moi, je n'y crois pas, je n'y crois plus. Je l'ai essayé pendant des années, je me suis plantée pendant des années. Vraiment, essayer de motiver les gens à venir, mais surtout ne les poussez pas, ne les obligez pas à s'inscrire à des trajets de formation auxquels ils n'adhèrent pas, ils n'y voient pas d'intérêt. Ils ne retiendront rien, de toute façon, ils n'en feront rien. Et donc vraiment, je pense que travailler sur les drivers, sur l'ensemble des facteurs qui vont pouvoir donner du sens, qui vont pouvoir motiver collectivement ou individuellement, là par contre, il y a beaucoup de choses à faire. Et un des premiers drivers, pour moi, c'est la confiance. Et la confiance, elle se montre tous les jours, partout. La confiance du manager d'abord envers son équipe. Je sais que tu seras capable de le faire et tu vas aller chercher cette compétence-là parce que je sais que tu vas pouvoir du coup relever le défi qu'on va faire collectivement. Bien là, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai moteur pour à la fois d'ailleurs le manager que pour l'employé, de se dire, ben oui, là il y a un lien de confiance vers le futur de mon organisation, vers le futur de ma carrière, vers le futur de mon équipe, et j'ai vraiment envie de m'y engager. Et c'est pas juste des mots. Je pense que la confiance, elle se vit plus qu'elle ne se dit, et qu'on le sent bien quand il y a un lien de confiance ou pas. Et surtout quand on vit au quotidien comme ça avec des équipes, on sent directement si ce lien est là, et ça se construit. Ça ne va pas se décider comme ça en une semaine, on ne va pas décider que la confiance existe entre les gens. Alors la congruence, fatalement, elle va avec. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, on le connaît très souvent aussi. L'importance vraiment de rester dans un alignement cohérent et congruent, c'est un travail de tous les jours. Et là, c'est ma petite expérience de manager qui le dit. J'ai souvent des dérapés dans ma congruence, et donc je dois souvent me redire oups, là attention, il faut rester dans l'axe, il faut rester à mettre en place les choses qu'on prêche. Et j'ai 2 membres de mon équipe ici qui vont pouvoir en attester au fur et à mesure de l'expérience. Et alors les émotions, moi je suis vraiment partisane de travailler avec les émotions, non pas pour faire des thérapies de groupe, loin de là, j'ai horreur de ça, mais pour se dire, ce qu'on retient d'une formation d'un apprentissage, c'est aussi l'émotion qu'on va en avoir. Comme dans un bon resto, vous allez pouvoir vous dire, oui, le plat était bon, le vin était délicieux, etc. Mais est-ce que vous avez eu l'émotion qui va faire que vous y reviendrez, que vous avez retenu que là, il y a quelque chose qui s'est passé et que vraiment, ça reste un bon moment. Et je pense que dans l'apprentissage, ces émotions doivent se vivre et doivent pouvoir s'ancrer aussi pour pouvoir les garder en tête. Alors, 2 autres évolutions majeures, je vais accélérer. C'est d'une part l'individualisation, le fait d'être attentif vraiment à une personnalisation, une individualisation des parcours de formation, à essayer que chacun s'y retrouve et puisse faire son chemin, quel qu'il soit. J'ai envie de dire, on peut parfois aller très vite et puis reculer ou trébucher ou s'arrêter parfois pendant 1 an, 2 ans. On n'a pas envie de faire de la formation, on n'a pas envie d'évoluer parce que il faut aussi mettre sur l'ouvrage tout ce qu'on a appris et puis alors peut-être reprendre un autre chemin. Et donc individualiser, s'il vous plaît, je prêche beaucoup, excusez-moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, juste. Voilà. Et alors la responsabilisation, la valorisation, je crois que j'en ai déjà parlé.
le fait de prendre les gens pour des adultes, et du coup, si on leur donne cette responsabilisation, ils vont aussi pouvoir, eux, se rendre autonomes et utiliser les apprentissages pour ce qu'on attend d'eux, quelque part, pour faire leur job, pour avancer dans l'organisation, dans les projets, dans les défis, et pouvoir les valoriser. Je pense que ça fait grandir tout le monde, autant l'individu que le collectif. Et alors, pour moi, c'est pas l'apprentissage qui est au service de l'organisation, mais plutôt l'organisation qui est au service de l'apprentissage, parce que nos entreprises ne sont rien sans les êtres humains. On vous l'a déjà dit et redit, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et donc, le manager, il va être au service de ses collègues et de l'apprentissage de ses collègues. Et donc, c'est pas juste envoyer les gens en formation et puis on verra bien quand ils reviennent, mais c'est préparer ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il va aller apprendre quelque chose? À quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'il doit aller chercher? Et puis, quand il revient aussi, mais qu'est-ce que tu as été chercher? Est-ce que tu peux le partager? Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce qu'on va l'ancrer dans notre réalité de tous les jours? Et puis accepter qu'il y a un temps pour chaque chose. Qu'il y a des périodes de vie où on n'a juste pas envie d'apprendre. On a juste envie soit de se poser, soit de travailler dans son job et puis de bien ancrer ce qu'on sait déjà avant de refaire peut-être un saut. Et de se dire que voilà, c'est pas obligé de faire ces 5-10 jours de formation par an. Peut-être que pendant 2 ans, je ne vais pas me former et puis que tout à coup, je vais aller investir pendant 20 jours parce que là, ça aura du sens pour moi, que je serai sur un nouveau challenge, sur un nouveau projet de l'entreprise, etc. Et donc, je pense que là, les processus internes aux entreprises doivent évoluer aussi pour sortir de ces espèces de procédures figées qu'on a tous, rassurez-vous, de se dire, voilà, il y a X jours par an de dédicacés à la formation. Ça a de moins en moins de sens. Si l'employé il apprend dans son canapé le soir, comment vous allez valoriser ça dans vos jours de formation? Si ils apprennent plutôt en travaillant et en ayant une réflexion justement sur leurs propres pratiques dans une réunion de travail, est-ce qu'on va utiliser ça comme une formation ou pas? Enfin, voilà. Et nous-mêmes, on est subventionnés par l'Europe, alors je peux vous assurer que les procédures et les indicateurs, on les connaît bien, et on est tout le temps dans ces difficultés-là de comment je valorise un MOOC alors qu'on me paye par jour et par heure de formation. Comment est-ce que je fais? Et donc, c'est vraiment un casse-tête. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Alors, l'organisation a aussi comme devoir, ou en tout cas comme responsabilité, d'organiser des environnements d'apprentissage. Et là, elle a un rôle clair de mettre en place des environnements où on peut apprendre, où l'apprentissage est possible, environnement physique, mais aussi environnement dans le temps. Le temps est toujours le facteur le plus important. On me dit, mais moi je viens pas à la formation parce que j'ai pas le temps, j'ai une urgence, j'ai un projet qui est en attente, j'ai beaucoup trop de travail, mon patron m'a dit que je pouvais pas parce que on a des urgences. Et donc je pense que là c'est une vraie responsabilité de l'entreprise de donner le temps et l'espace pour pouvoir se former et accepter que les gens vont bouger du coup. Et donc la rétention des talents, c'est plus aujourd'hui, à mon sens. L'important, c'est la confiance que ce que je vais donner dans mon équipe, dans mes collaborateurs, ça va me revenir d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ils vont partir, mais peut-être aussi qu'il y en a d'autres qui vont revenir et qu'il va y avoir ainsi un vrai échange dans une société plus large. Et je pense que vraiment, on doit accepter que cette mobilité existe et fait partie de notre quotidien en permanence. Et voilà, et je conclurai sur une phrase qui me tient fort à cœur, c'est que on apprend toujours seul, on est toujours responsable de son apprentissage, c'est vous qui allez décider de ce que vous retiendrez de ce que je viens de vous raconter, mais on n'apprend jamais sans les autres. C'est vraiment dans les échanges, dans les partages, dans les lectures, dans les recherches qu'on va pouvoir se nourrir et évoluer, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, je vous remercie.